Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 78, nous discutons à savoir si c'est le temps de changer votre allocation aux actions américaines. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François. C'est le milieu de l'été. Il fait beau soleil puis chaud. Alors, oui, ça va très bien. Et toi? Effectivement, très bel été. Oui, ça va bien, merci. Donc, je vais commencer. Lors de notre dernier podcast, on a passé en revue les performances des classes d'actifs pour la première moitié de 2025. Aujourd'hui, on va aborder une question que plusieurs de nos clients nous posent. Devrions-nous réduire notre allocation aux actions américaines? Comme nos éditeurs réguliers le savent, les marchés boursiers américains ont largement surperformé les actions internationales, tant pour les pays développés qu'émergents, puis ça depuis la crise financière mondiale de 2008-2009. Oui, François, c'est effectivement une question qui revient souvent en clientèle. Jusqu'à présent, cette année, en 2025, en fait, il y a eu un revirement. Les actions internationales ont surpassé les actions américaines. La grande question pour de nombreux investisseurs, puis c'est pas juste nos clients, c'est à travers le monde que les investisseurs se posent cette question, c'est-à-dire quelle proportion de leur portefeuille devrait être investie à l'international, excluant les États-Unis. Ouais. Donc, récemment, il y avait un bon article dans le Wall Street Journal par le journaliste Randall Smith et il cite Gargi Chaudhuri, un stratège de portefeuille chez BlackRock, qui est l'un des plus grands gestionnaires institutionnels à l'échelle mondiale. Et la citation, c'est « Les clients nous demandent comment repenser leur portefeuille hors des États-Unis. » Beaucoup de gens n'ont vraiment pas réfléchi à cette question ces dernières années. Ben, c'est logique parce que les actions américaines ont tellement surperformé, les gens disent ah, ouais, je vais rester investi dans ce marché-là. Fait que François, comme tu sais, nous, par contre, ça fait plusieurs années, puis même très récemment, dans notre podcast numéro 75, on a abordé cette question. Vraiment, l'exceptionnalisme des marchés américains. Et donc, pour nous, c'est une question qu'on pensait aujourd'hui adresser précisément. Mm-hmm. Oui, maintenant que les actions américaines sont à la traîne, tout le monde se demande si nous n'assistons pas à un point tournant. Puis surtout avec le chaos qui règne à Washington, on pense instinctivement que les États-Unis s'en vont pas dans la bonne direction. Ben, écoute, c'est normal. Fait que les investisseurs, il ne faut pas l'oublier, sont très vulnérables au biais de la rétrospection. Que ce soit un gestionnaire institutionnel, professionnel ou que ce soit un particulier. Donc, mais ce sujet là, du biais comportemental de la rétrospection, c'est un sujet qui est largement étudié dans la finance comportementale. Donc, vu la très grande surperformance des actions américaines, c'est normal que les investisseurs aient un fort biais en faveur d'une allocation élevée dans ces mêmes actions américaines. Mais pourquoi? Je citerai un exemple des statistiques là, qui sont incroyables. La base de données de Morningstar Direct, et ils ont fait une étude sur les 15 années, donc de 2010 à la fin de 2024. Les actions américaines ont généré un rendement annuel moyen d'environ 13,5 %. Tout ça, c'est en dollars américains en passant. Mais contre 4,8 % pour les actions internationales. Fait que c'est entre 8,5 et 9 % de rendement excédentaire annuel pendant 15 ans. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Je suis d'accord. Et puis ça, cette étude-là par Morningstar Direct a été... Ils ont utilisé leur propre base de données sur les grands fonds indiciels représentant chaque catégorie. Donc, je soulignerais pour nos auditeurs que c'est un rapport américain et, comme j'ai dit, les statistiques sont donc en dollars américains. Mais pour nos auditeurs, j'aimerais souligner que c'est 15 ans,
selon nous, c'est une courte période. Quand on regardait dans l'épisode numéro 75, la base de données d'UBS, de Dimson Marsh Taunton, on regardait 125 années de données. Donc, nous, on veut toujours analyser les bases de données à très long terme pour avoir une meilleure vision de l'allocation optimale. Oui, effectivement. Puis je recommande aux auditeurs de consulter notre page de statistiques de marché pour voir la comparaison de performance à long terme, et ça en dollars canadiens. On a des données qui vont jusqu'à 30 ans, là, si je ne m'abuse, dans nos pages de statistiques de marché. Puis on va mettre un lien à cette page-là avec l'épisode. Puis juste pour récapituler un peu sur les performances depuis le début de l'année, là, le marché américain a fait 0,2% en dollars canadiens parce que le dollar canadien s'est apprécié de 5,6% par rapport au dollar américain depuis le début de l'année. Dans les 6 premiers mois de l'année, les actions internationales des pays développés mesurées par l'indice MSCI EAFE ont progressé de 13,2% en dollars canadiens. Puis ça, c'est en devises locales, elles ont une hausse de 7,8%. Les marchés émergents ont également bien performé en première moitié. Les grandes et moyennes capitalisations ont généré un rendement de 9,5%. Ça, c'est encore en dollars canadiens. Oui, François, cette surperformance des actions internationales, vraiment, comme j'ai dit tantôt, est très récente. Et dans notre épisode numéro 75, on a souligné qu'au cours des 15 dernières années, les marchés boursiers américains ont dominé. Morningstar Direct confirme les mêmes statistiques. Je pense qu'il est juste de dire que de nombreux investisseurs, surtout les Américains eux-mêmes, ont complètement remis en question les avantages de la diversification internationale. Mais cette année, on voit enfin les bénéfices. Mais l'histoire des marchés à beaucoup plus long terme nous enseigne qu'il faut accepter que parfois la diversification ne rapportera pas. On peut penser que l'investisseur qui était 100% d'actions américaines se pense un génie, mais tôt ou tard, il va y avoir des revirements. La diversification, elle peut ne pas rapporter à court terme, puis court terme, ça peut être 15 ans, mais à long terme, elle offre un meilleur rendement ajusté au risque. Oui, maintenant, James, je pense qu'il faudrait expliquer à nos auditeurs pourquoi les actions américaines là, ont surperformé au cours des 15 dernières années. Très bonne question, François. L'article du Wall Street Journal que j'ai mentionné plus tôt met en lumière deux principales raisons expliquant cet écart de performance sur 15 ans. Premièrement, il y a eu l'appréciation du dollar américain par rapport aux devises étrangères. Deuxièmement, il y a la domination des États-Unis dans les secteurs à forte croissance, notamment la technologie, avec les fameuses actions des Magnificent Seven, notamment Alphabet, maison mère de Google, Amazon, Apple, Meta Platforms, maison mère de Facebook, Microsoft, Nvidia et Tesla. François, comme les actions américaines ont fortement surperformé, c'est tout à fait normal de voir que les investisseurs ont suivi la performance et ils ont alloué davantage de fonds à cette classe d'actifs. Mais l'envers de la médaille de toute cette belle surperformance des actions américaines, c'est la valorisation. Le marché boursier américain est à présent beaucoup plus cher que celui des actions internationales, même après la sous-performance récente. Mais toujours selon l'article du Wall Street Journal de Randall Smith, où il cite Yardeni Research, et je cite, traduction libre, avec un ratio court-bénéfice de 23 fois les bénéfices futurs attendus, il y a une prime importante par rapport aux actions internationales qui, excluant les États-Unis, se négocie à 14 fois les bénéfices futurs attendus. Alors, toujours selon les cours du marché au 2 juillet. Donc, on peut dire que les actions américaines demeurent surévaluées selon de nombreuses mesures historiques. Oui, James, on peut aussi dire que les marchés boursiers internationaux n'ont pas produit des titres équivalents aux Magnificent Seven pour soutenir leur rendement. Certains voient une forme d'exceptionnalisme américain. Les États-Unis possèdent un marché de capital de risque et de capital d'investissement très développé que peu d'autres pays peuvent égaler. Plusieurs de ces jeunes entreprises pourraient même un jour devenir des titres de méga capitalisation.
Mais James, aurais-tu des éléments d'analyse à partager sur les valorisations et les performances boursières américaines selon des données statistiques à plus long terme? Oui, effectivement, François, il y a une très bonne étude qui a été produite et publiée au mois de mai de cette année. Et l'auteur, c'est Antti Ilmanen, un ancien professeur de finance qui est maintenant associé et co-responsable mondial du groupe Portfolio Solutions chez AQR, un grand gestionnaire institutionnel quantitatif basé aux États-Unis. Et il a publié un rapport intitulé Exceptional Expectations US versus Non-US Equities. Donc, il aborde le sujet directement. Le rapport décompose la surperformance historique des actions américaines en 3 composantes. Premièrement, le rendement du dividende. Deuxièmement, la croissance. Et troisièmement, le changement de valorisation. Mm-hmm. Il s'attaque à la question de l'allocation entre les actions américaines et internationales en analysant les moteurs de performance relative. En particulier le rôle des fondamentaux et ensuite le rôle des valorisations. Oui. James, j'aime le fait que le rapport souligne aussi le débat des dernières années chez les grands gestionnaires mondiaux sur la façon d'allouer les fonds aux actions mondiales, en particulier le défi constant auquel ils sont confrontés, comment réagir à la surperformance persistante des actions américaines. Le rapport d'AQR mentionne, et je cite, et encore traduction libre, certains gestionnaires mondiaux ont maintenu des pondérations basées sur la capitalisation boursière, malgré des valorisations relatives de plus en plus extrêmes. D'autres ont adopté une approche contrarienne fondée sur les rendements attendus basés sur les dividendes. Et d'autres encore ont carrément abandonné le reste du monde, estimant que les États-Unis étaient clairement mieux placés pour favoriser l'innovation technologique, la croissance des bénéfices et les rendements pour les investisseurs. Donc, en résumé, François, ce rapport d'AQR met en lumière que même les grands gestionnaires mondiaux n'ont pas de réponse claire quant à la bonne manière d'allouer le capital à l'échelle mondiale. Tout à fait. Et nous croyons, nous aussi, qu'il n'existe pas une seule bonne réponse. Le rapport montre que la surperformance américaine depuis 1990, donc il va en arrière 35 ans, ça s'explique principalement par un enrichissement des valorisations relatives. Et je cite le rapport d'AQR, traduction libre. À la fin de 2024, les valorisations relatives avaient atteint un niveau historiquement extrême. Et nous soutenons qu'un retour à la moyenne est une hypothèse plus raisonnable que l'inverse. Mm-hmm. Pour nos auditeurs, James, je rappellerai que la décennie 2000 à 2010, qui inclut la crise financière de 2008-2009, a été une décennie perdue pour les marchés américains qui ont sous-performé par rapport au reste du monde. Les marchés américains ont également sous-performé durant d'autres périodes, là, notamment pendant les années 70 et les années 80. Ceci dit, le rapport souligne, et je cite encore, les États-Unis ont connu des rendements annuels moyens et une croissance des bénéfices supérieurs sur les 50 à 100 dernières années. Bien que cette surperformance soit moins importante que se laissent croire les valorisations récentes, nous pensons que les valorisations élevées actuelles et les prévisions de croissance anormales reflètent en partie une confusion de la part des investisseurs entre une surperformance liée aux valorisations et une surperformance liée à la croissance, cette dernière étant plus raisonnable à extrapoler. Bon, on peut être d'accord, François, que c'est beaucoup de jargon. En effet. Pour simplifier pour les choses pour nos auditeurs, on peut dire que l'une des principales conclusion du rapport est que les actions américaines ont bénéficié d'un avantage de croissance des bénéfices d'environ 1% par an sur le long terme au cours du dernier siècle. C'est d'ailleurs ce que nous avons vu dans les données de l'annuaire de rendement de l'UBS 2025. Ce n'est donc pas une surprise pour nos auditeurs réguliers. Mais le rapport, il précise également que ces dernières décennies, l'avantage de rendement des actions américaines a été considérablement amplifié par le réajustement des valorisations relatives. Le différentiel de rendement à long terme est proche de 2% par an, mais la surperformance a été bien plus importante depuis la crise financière mondiale. Et
surtout, encore une fois, en raison du changement de valorisation relative. Mais aussi, il y a quand même eu réellement un avantage de croissance plus marqué et de l'appréciation du dollar américain qui ont eu un impact. Je vais citer encore le rapport. Le fait d'utiliser un rétroviseur à court terme et d'ignorer l'impact des variations de valorisation peut pousser les investisseurs à extrapoler et à formuler des attentes excessivement optimistes quant à la croissance et au rendement futur des actions américaines. Les attentes subjectives de croissance sont souvent basées sur l'extrapolation, mais on peut dire objectivement une décennie de forte croissance annonce généralement une décennie plus faible. On pense aux États-Unis, les années 90, il y a des forts rendements jusqu'à la fin de la bulle technologique, puis après ça, ils ont eu une décennie perdue. Fait que, en d'autres termes, François, là, ce qu'ils nous disent ici, c'est que lorsqu'une classe d'actifs surperforme pendant longtemps, il est logique d'anticiper des rendements plus faibles à l'avenir. Ouais. La décennie perdue de 2000 à 2010 a d'ailleurs suivi l'une des meilleures décennies pour les marchés américains et celle des années 90. Oui, je suis d'accord avec toi, James. Le message principal du rapport, c'est que les États-Unis ont bénéficié d'une croissance des bénéfices à long terme plus forte. Le rapport ajoute aussi qu'il est raisonnable de prévoir une certaine surperformance des actions américaines à l'avenir, mais qu'au niveau de valorisation actuelle, le marché semble escompter une surperformance beaucoup plus importante que ce qui est réaliste. Donc, les marchés boursiers américains ont tellement bien performé ces dernières années qu'on peut s'attendre à des rendements espérés futurs plus faibles. Ceci, François, nous amène à une question clé. À quel point cette surperformance est-elle surévaluée? Le rapport y répond en posant une autre question sous un autre angle. Quelle croissance des bénéfices serait nécessaire au cours de la prochaine décennie pour que les actions américaines offrent le même rendement que les actions internationales? Et toujours en supposant que les valorisations ne changent pas. Fait que la réponse, et là, Anthony Ilmenen s'est appuyé sur les hypothèses de rendement espéré des marchés des capitaux de sa firme AQR au 31 décembre 2024. Et ils ont estimé que ça prendrait une surperformance des bénéfices de 2,2% par année pour que les actions américaines génèrent les mêmes rendements que les actions internationales. Ouais, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Puis c'est un point très important du rapport. Et je cite, peu d'investisseurs réalisent à quel point les performances absolues et relatives passées reflètent une revalorisation, ce qui ne devrait absolument pas être extrapolé, surtout lorsque les valorisations extrêmes actuelles pointent dans la direction opposée. Les attentes fondées sur le passé sont souvent les plus fortes au moment où elles deviennent les plus dangereuses. Ceci dit, James, il faut rappeler à nos auditeurs canadiens qu'il existe un argument solide en faveur de la diversification au sein même des actions. Notre modèle là, propose une allocation à 20% aux actions canadiennes, 50% aux actions américaines et 30% aux actions internationales. L'équilibre entre les actions américaines et internationales correspond à leur part dans la capitalisation boursière mondiale, soit d'environ 2/3 pour les actions américaines et 1/3 en actions internationales. Je soulignerais, François, que nous avons toujours maintenu une allocation importante aux actions américaines dans nos portefeuilles de clients. Et comme elles ont surperformé au fil du temps, nous avons rééquilibré régulièrement pour revenir à nos pondérations cibles. Oui, tout à fait. J'aimerais aussi dire à nos auditeurs que certains clients nous demandent maintenant, comme j'ai dit d'entrée de jeu dans le podcast aujourd'hui, ils nous demandent si on devrait réduire cette exposition aux actions américaines. Puis la réponse courte, c'est non, nous ne le faisons pas. Ce serait une forme de market timing ou de tentative de prévenir l'avenir. Cependant, dans les cas particuliers, nous pouvons ajuster les pondérations selon la situation et les objectifs spécifiques d'un client. Oui. Pour conclure, James, quels sont tes principaux messages à retenir pour nos auditeurs concernant la diversification mondiale? Bien, François, en ce moment, il y a beaucoup de pessimisme à l'égard des actions américaines, surtout chez les investisseurs qui ne sont pas des Américains, donc nous, les Canadiens. Mais comme nous aimons le faire dans ce podcast, on va revenir les deux pieds sur terre et on va citer oncle Warren Buffett. Et il y a une citation classique qui dit « Ne pariez jamais contre les États-Unis ».
Il a répété cette situation à plusieurs reprises au fil des années, mais notamment, il a mentionné dans sa lettre à ses actionnaires de 2021 que c'était une croyance fondamentale pour lui et qu'il n'était pas pour changer son fusil d'épaule. Oui, James, dans cette lettre, il écrit « Malgré quelques interruptions sévères, le progrès économique de notre pays a été remarquable. Notre conclusion inébranlable ne pariait jamais contre l'Amérique. » Il a aussi rappelé que son conglomérat détient en valeur plus d'actifs, terrains, usines et équipements que toute autre entreprise aux États-Unis. Donc, on peut dire qu'il prêche par l'exemple. Oui. Mais j'ajouterais une petite aparté, là, François, c'est que dans sa lettre aux actionnaires de cette année de 2025, il a réitéré qu'il a augmenté ses positions dans les 5 gros conglomérats japonais. Donc, depuis quelques années, il a décidé d'investir et ce sont des positions pour le long terme. Ouais. Donc, il n'est pas 100% aux États-Unis. Puis évidemment, beaucoup des actions qui détiennent les grandes compagnies publiques qu'on connaît, Apple, Coca-Cola, etc., ce sont des entreprises qui ont une énorme présence à l'échelle internationale. Effectivement. Fait que, François, il y a un autre point que je souhaiterais partager avec nos auditeurs qui vient de notre podcast 75. Et c'est que depuis 2000, lorsque les marchés sont très volatiles, ils ont tous tendance à évoluer dans la même direction, surtout quand c'est volatilité à la baisse. Mais on a vu cette année que, avec la performance des actions internationales qui est différente des actions américaines, que le bénéfice en matière de réduction de risque grâce à la diversification internationale, c'est réel. Puis que, oui, les actions américaines ont surperformé de façon importante pendant 15 ans, mais, somme toute, 15 ans, c'est une courte période. Il faut regarder des plus longues périodes. Et quand on a regardé les bases de données dans l'annuaire UBS, depuis les 50 dernières années, les portefeuilles diversifiés à l'échelle mondiale ont généré des ratios Sharpe, c'est très technique, plus élevés que les investissements purement domestiques dans son marché local. Donc, je rappellerai à nos auditeurs que le ratio Sharpe, c'est une mesure de statistique qui mesure le rendement ajusté au risque, c'est-à-dire combien de rendement un placement génère pour chaque unité de risque que l'on a pris. Oui, il n'y a rien de vraiment nouveau ici, James. Comme on l'a mentionné souvent, la diversification est une composante essentielle de notre discipline d'investissement. La puissance de la diversification en actions, entre les actions, entre les marchés, entre les classes d'actifs, permet de réduire le risque, mais non de l'éliminer. Sur les 50 dernières années, sauf pour les investisseurs américains, investir à l'échelle mondiale a permis d'obtenir de meilleurs rendements ajustés au risque que l'investissement uniquement dans leur marché local. On pense ici juste investir au Canada, dès qu'on s'est diversifié un peu à l'international et aux États-Unis, qui fait partie d'un marché international pour nous, on a augmenté le rendement. Tout à fait. Alors, comme nos auditeurs réguliers le savent, François, on a traversé 4 marchés baissiers depuis 2000 et nous devons être rémunérés pour prendre du risque. Et en se diversifiant, on essaie de générer le meilleur rendement possible. La prime de risque pour l'investissement en actions existe pour une raison, c'est la compensation pour la volatilité et les baisses potentielles. Fait que la diversification, c'est comme une police d'assurance pour minimiser notre volatilité et l'impact des baisses. Oui. Des bonnes décisions d'investissement comme la diversification qui sont basées sur des critères rationnels peuvent parfois donner des résultats qui sont décevants. Ça nous ramène, James, à l'importance d'une perspective à long terme, à une compréhension des lois fondamentales et du risque et du rendement. Puis je recommande à nos auditeurs de toujours prendre en compte leur objectif à long terme, leur profil de risque, leur tolérance au risque et leur horizon temporel lorsqu'ils construisent leur portefeuille. Puis j'espère que notre discussion sur l'allocation entre les actions américaines et internationales va aider nos auditeurs à prendre des bonnes décisions à long terme. Il faut toujours revenir à la perspective de risque et rendement et à l'importance de la diversification et de l'allocation d'actifs. Comme nos auditeurs réguliers le savent, ceci est au cœur de notre philosophie
d'investissement. Donc là-dessus, on va conclure. Merci James d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François, puis j'aimerais souhaiter à nos auditeurs une belle fin d'été avec du beau temps et beaucoup de plaisir en famille. Tout à fait. Eh bien, c'est tout pour ce 78e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@commercialpwlcapital.com. Et également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 3 septembre. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. Merci et à bientôt.